Quel bonheur de se retrouver. Alors mes amis, ce soir, Valérie est venue vous parler de la France. Mais notre pays connaît aussi des heures difficiles. Et vous savez qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Et nous sommes à l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. Et nous sommes aujourd'hui, ce soir, dans une école de la République. C'est la raison pour laquelle je vous propose de commencer notre rassemblement en nous levant et en respectant, si vous le voulez bien, une minute de recueillement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, je voudrais d'abord commencer cette soirée en remerciant les personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence. D'abord les parlementaires et notamment le sénateur Roger Carucci qui est parmi nous aujourd'hui. Philippe Penzec également sénateur qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. Je voudrais évidemment saluer la présence parmi nous du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. Georges Petrini. Saluer la présence de mes amis maires, Pierre-Christophe Baguet, maire de la plus grande ville du département. Boulogne-Billancourt, mes amis. Je suis très sensible à ta présence. Mon ami et voisin Laurent Bastel, le maire de Pont-Théorault. Et puis nous avons beaucoup d'amis, beaucoup d'élus, mais je voudrais citer en particulier les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, au premier rang desquels Othman Nasrou, vice-président. Mais aussi Madame Marie-Jo Echliman, vice-présidente également de la région de France. Madame Mesadieu, Madame Martini Penzec, Madame Sophie Deschamps également, et Jenny Gabriel. Je salue également Florence de Pamplonne, conseillère régionale de France également. Et puis saluer la présence de beaucoup d'amis que je remercie vraiment infiniment. Guillaume Goudy, maire de Suresnes, qui est arrivé, que vous n'avez pas vu. Et également Yves Koskas, conseiller départemental de Clamart et de Vanves. Sandrine Moore, conseillère départementale de Clamart et de Vanves. Et beaucoup d'élus venus de tout le département. Vraiment, je vous remercie parce que ça fait chaud au cœur dans ce moment décisif que nous abordons. Nous sommes dans le cadre du congrès, du grand congrès de rassemblement qui est organisé pour départager tous les talents de la droite et du centre. Nous avons eu la chance d'avoir des élections locales extraordinaires qui nous ont confirmés dans nos responsabilités, où les Français nous ont dit clairement une chose très simple: on est OK pour vos solutions, on voit le travail que vous faites, on veut, on en reveut, on en redemande, et donc il y a beaucoup de talents qui ont émergé. Et puis, dans ces talents, évidemment, chacun a ses préférences. Moi, je ne suis pas 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher, je suis 3 tiers Pécresse. Alors, je
vous le dis, mes amis, ce soir, j'ai fait une chose très simple. Je me suis connecté avec l'ordinateur qui est là-haut et qui est à votre disposition et j'ai adhéré pour pouvoir voter dans cette semaine. J'ai adhéré pour pouvoir voter. Je vous demande de le faire. Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire dès ce soir. Vous avez un mois pile pour pouvoir le faire. Parce que dans ce moment décisif, chaque voix va compter. Et si vous êtes comme moi et que vous en avez marre des défaites au niveau national, mais vraiment plus que marre, si vous voulez la victoire, alors c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut choisir je l'espère, la bonne candidate pour faire la différence face à Emmanuel Macron. Et dire à tous ceux qui sont tentés par d'autres solutions que la seule solution qui permettra de battre Emmanuel Macron, c'est la droite et le centre. Et je pense en particulier que parmi tous les talents de la droite et du centre, celle qui peut nous permettre de ringardiser Emmanuel Macron et de gagner face à lui, de tourner la page, c'est Valérie Pécresse. C'est pour ça que je vous demande de la soutenir ardemment. Valérie, on dit d'elle que c'est une femme à poigne. C'est vrai. Nous qui sommes autour d'elle, nous pouvons en témoigner. On peut assez souvent se faire engueuler, ça arrive. C'est la dame de fer. Mais c'est quelqu'un qui est formidablement à l'écoute. C'est quelqu'un qui est formidablement humaine. C'est quelqu'un qui a énormément de talent et qui sait rassembler profondément, rassembler puissamment, et c'est de ces solutions dont la France a besoin. C'est la raison pour laquelle Dame de Fer, FER, mais surtout Dame de Fer, FAIRE, parce que ceux qui parlent aujourd'hui, ils parlent beaucoup, ils parlent souvent, mais elle fait depuis longtemps dans ses responsabilités, même les plus difficiles, de l'autonomie des universités jusqu'à la baisse du budget de l'État. La seule année où le budget de l'État a baissé, c'est l'année où elle était aux responsabilités. Et aujourd'hui, ceux qui parlent, ceux qui crament la caisse, ou ceux qui ont été Premier ministre de la France pendant 3 ans et qui trouvent maintenant qu'il y aurait des tas d'idées à appliquer, ne lui arrivent pas à la cheville. Donc les amis, si vous voulez gagner en 2022, si vous voulez choisir en 2021, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour retrouver la fierté française. Un seul choix, c'est Valérie Pécresse. Merci à tous. Alors d'abord, je voudrais dire un grand merci à Jean-Didier Berger qui nous accueille ce soir ici dans cette magnifique salle de Clamart. Merci Jean-Didier. Vous savez que Jean-Didier a été un des maillons clés pour notre victoire au régional, avec toute l'équipe de l'Île-de-France qui est ici assise dans les premiers rangs. Et je voudrais remercier encore une fois Georges Siffredi qui nous a apporté son soutien sans faille. Et nous avons mené ensemble une campagne régionale départementale la main dans la main avec le magnifique résultat qu'on connaît sur les Hauts-de-Seine. Donc un grand merci. Je voudrais saluer évidemment Roger Carucci. Salut Philippe Kamzek qui se cache au fond parce qu'il doit repartir pour remettre des médailles du travail, mais je l'ai vu tout à l'heure. Merci Philippe.
Je remercie aussi Philippe Juvin qui nous a accueillis, le président de la Fédé des Républicains et qui est lui aussi candidat à cette primaire de la droite et du centre. Je voudrais dire à tous les maires qui sont ici que vraiment ça me touche de les voir et surtout évidemment Pierre-Christophe Baillet parce que Boulogne c'est Boulogne. Et aussi Laurent Bastel, hein. Parce que Fontenay c'est Fontenay. Et Guillaume Boudy parce que Suresnes c'est Suresnes. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. C'est une primaire interne pour désigner notre candidat à la présidentielle qui a démarré. Alors, c'est vrai un peu sur les chapeaux de roue, donc on organise des réunions, vous êtes prévenus à peu près 5 jours avant, mais ça va être comme ça pendant un mois et demi, puisque nous avons un mois et demi pour nous choisir notre candidat pour aller battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et moi, j'ai la certitude, je vous le dis, qu'on va gagner cette élection de 2022. Et on va la gagner parce que nos solutions sont les bonnes pour la France, tout simplement. Alors, j'ai un petit quiz pour commencer. Petit quiz. Qui a dit « Il faut remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes » Édouard Philippe, le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Quel réquisitoire impitoyable contre sa propre politique. Alors oui les amis, il va falloir remettre de l'ordre dans la rue et remettre de l'ordre dans les comptes. Eh bien c'est exactement ce que je vous propose que nous fassions ensemble. Parce que, vous savez, la crise Covid est un écran de fumée. La crise Covid est un écran de fumée, tous les regards sont tournés vers cette crise, vers cette pandémie. Et pendant ce temps, nous avons la France qui dégringole. Nous avons la France qui dégringole. Nous avons une dette qui s'est envolée à 117% de la richesse nationale. Quand on était au pouvoir, nous étions à 80% et déjà on nous disait que c'était trop. Vous vous souvenez de François Bayrou, qui est aujourd'hui allié d'Emmanuel Macron? À l'époque, il nous disait c'est un scandale cette dette, à 80% de la richesse de la nation. Aujourd'hui, on est à 117% et on n'entend plus du tout. C'est la magie de la politique. 117% de dette, 200 milliards de déficit. Mais il y a beaucoup plus inquiétant, mes chers amis. À vous tous qui travaillez souvent dans des entreprises qui se battent aujourd'hui pour croître, parfois pour survivre, pour exporter, pour recruter. Aujourd'hui, la balance commerciale de la France est déficitaire de 68 milliards d'euros. Ça veut dire que nous avons accru notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur et que nous dépendons à 68 milliards d'euros de nos importations. Et pire encore, pour la première fois depuis toujours, cette année, la balance commerciale alimentaire de la France, agricole de la France, a été déficitaire. Pour la première fois, la grande puissance agricole qu'est la France, grande puissance exportatrice, a été déficitaire. Alors voilà les résultats de 5 ans d'Emmanuel Macron. Alors il nous avait promis de redresser l'économie, il avait fait croire qu'il était pro-entreprise, et aujourd'hui, nous voilà champions du monde des impôts. Champions du monde des impôts. On préférait avoir plus de médailles aux Jeux Olympiques. Enfin, celle-là, on l'a. Champion du monde des impôts. Et quand le gouvernement nous dit « Regardez, regardez, j'ai baissé les impôts », mais de qui on se moque? Oui, alors cette année, évidemment, avant l'élection, il baisse les impôts. Il baisse les impôts sur les entreprises. Il baisse un peu les impôts sur les ménages. Mais ce n'est pas des vraies baisses d'impôts, puisqu'avec 200 milliards de déficit, c'est un chèque sans provision. C'est un chèque en bois. Et moi, je vous invite à populariser ce message. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a inventé le clientélisme présidentiel. Le clientélisme présidentiel, c'est quand tous les jours, à 6 mois des élections, tous les jours, on nous annonce, tous les jours, une nouvelle dépense, tous les jours un nouveau cadeau pour les Français, tous les jours une nouvelle aide pour les entreprises. Ça se chiffre par milliards par semaine. Ça s'appelle le clientélisme présidentiel. Et oui, Emmanuel Macron, il a beaucoup plus en tête
la future élection que la nouvelle génération. Alors le plus bel exemple, ça a été le Premier ministre. Le Premier ministre Jean Castex, qui est allé à la télé la semaine dernière pour annoncer que les prix de l'énergie allaient être gelés. Jusqu'en avril. Avril. Et qu'est-ce qui se passe en avril? C'est le printemps, c'est le printemps, oui c'est ça, c'est le printemps, enfin c'est l'élection. Alors dites-le autour de vous. Hein. Avec Macron, après l'élection, c'est l'addition. Alors malheureusement, c'est à nous qu'il va revenir de remettre de l'ordre dans les comptes, comme nous l'a demandé Édouard Philippe. Et donc, il faut qu'on présente un programme de très forte réforme, très courageux. Ce programme, vous le savez, nous l'avions déjà esquissé en 2017. Et maintenant, il va falloir le faire, il va falloir le porter. Emmanuel Macron n'a pas fait la réforme des retraites, il va falloir la faire. Emmanuel Macron n'a pas fait la réforme de l'assurance chômage, il va falloir la faire. Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 0 suppression de postes. Alors bien évidemment, quand on dit suppression de postes, il ne s'agit pas de supprimer les postes de soignants à l'hôpital. Il ne s'agit pas de supprimer les postes d'enseignants à l'école. Il ne s'agit pas de supprimer les postes de policiers. Bien au contraire, il faudrait rajouter les postes de juges. Mais protéger, éduquer, soigner, c'est là-dessus que l'État doit recentrer son action. Et ce qu'il faut supprimer, c'est l'enfer bureaucratique, mes amis. L'enfer bureaucratique. L'autre jour, j'étais en Bretagne avec un industriel de l'agroalimentaire très connu qui fait des très bonnes crèmes dessert. Et il me disait, mais il faut être un sacré patriote aujourd'hui pour vouloir mettre une ligne de production supplémentaire en France. Quand à deux pas de chez nous, il y a la Grande-Bretagne qui est plus soumise à aucune règle du droit européen et qui fait en plus du dumping fiscal et social. Il faut être un héros aujourd'hui pour entreprendre dans notre pays avec toutes les normes qui nous tombent dessus. Alors, souvent on accuse l'Europe. C'est vrai que l'Europe a sa part dans la bureaucratie. Mais nous, en France, on est les champions de la surnorme. On fait toujours plus, on fait toujours mieux. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, les betteraves ont eu la jaunisse. Et oui, mais sauf que nous avons voté 0 phytosanitaire, 0 produit insecticide. C'est une règle européenne. Sauf que les Allemands et les Néerlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette règle, ils l'ont mis dans le décret, dans le règlement. Donc le ministre, dès qu'il y a une jaunisse de la betterave, il dit, hop, dérogation, je signe. Nous, on l'a mis dans la loi. Donc le ministre, il dit, bah, je voudrais bien faire une dérogation, mais je peux moins faire une dérogation. C'est dans la loi, mesdames et messieurs. Eh bien oui, c'est l'enfer bureaucratique français. Il faut toujours qu'on ait une loi d'avance, il faut toujours qu'on ait une procédure de plus que les autres, il faut toujours qu'on en rajoute une louche. Et alors, évidemment, avec nos alliés les Verts, les Verts, ce ne sont pas des écologistes, hein, ce sont des gauchistes, je crois, vous avez tous bien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les franciliens l'ont bien compris. La droite et le centre, parce qu'ils ont vu que l'écologie ne devait pas être l'ennemi de l'économie et que l'écologie, ça ne devait pas être l'ennemi non plus de la qualité de vie. Il y a quand même des petits miracles dans cette campagne présidentielle. Vous avez vu que Anne Hidalgo a franchi le périphérique. Elle est allée en province. Oui. Et là, elle a fait cette déclaration extraordinaire. Elle a dit: le prix des carburants a beaucoup augmenté, c'est un drame parce que beaucoup de Français doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Et oui, notre écologie à nous, ce ne sera pas la même. Notre écologie à nous, ce sera une écologie des résultats. Parce que le prochain président, la prochaine présidente de la République, n'est pas une idéologue. Parce qu'aujourd'hui,
tellement de projets sont bloqués, là encore par l'enfer bureaucratique. J'étais il y a quelques jours dans le Var, et dans le Var, ils ont un très très beau projet de centre de recherche mondial autour du vin rosé. Bah oui, le vin rosé, superbe success story française, produit d'exportation. Et ils ont l'idée d'un centre de recherche mondial. Ils ont l'argent pour le faire. Mais, Madame la maire de Levallois, ils ont un super projet de centre de recherche mondial, international sur le rosé. Ils ont tout l'argent pour le faire. Eh bien, Paris leur a balancé une zone tortue. Et sur la zone tortue, on ne peut pas construire. Non, non, non. Ils avaient même un projet qui était d'étendre une station d'épuration pour faire de l'assainissement. Eh bien, en zone tortue, très compliqué, hein, très compliqué. Je ne vous dirai pas à quelle stratagème ils ont eu recours, parce que j'ai peur qu'on soit figé, je ne veux pas les balancer. Pour avoir une dérogation à la zone tortue. On va chercher un lièvre. En fait, les maires de l'intercommunalité, de nuit, sont allés avec des lampes torches, la veille du jour où passait la commission, pour soulever toutes les pierres du terrain, pour voir s'il n'y avait pas des tortues. Et quand ils voyaient une tortue, ils la portaient très 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 gentiment, 500 mètres plus loin. Quand la commission est passée le lendemain, il n'y avait pas de tortue sur le terrain. Mais vous voyez, il faut hiérarchiser les sujets, parce que les vraies priorités en matière écologique, c'est quoi? C'est d'abord sauver la planète du réchauffement climatique. Et pour sauver la planète du réchauffement climatique, il faut avoir une économie zéro carbone. Zéro carbone, ça veut dire qu'on va se passer enfin de ce pétrole qui coûte toujours plus cher, de ce gaz qui coûte toujours plus cher, et on va pouvoir miser sur des énergies propres. Mais parmi les énergies propres, moi je vous le dis, il y a le nucléaire. Exactement. C'est là qu'on voit qu'en même temps, ça ne marche pas. Emmanuel Macron a dit en 2050, zéro carbone. Et puis, comme il y avait des écologistes, il a voulu en même temps, des verts plutôt, hein, pas des écologistes, des verts, il a voulu en même temps dire on sort du nucléaire. Il a fermé Fessenheim de manière précipitée, alors que même François Hollande ne l'avait pas fait. Et il a annoncé la fermeture de 14 centrales. Mais comme il pratique, notre président, la godille politique comme personne, il annonce la fermeture de 14 centrales, et avant-hier, il va nous construire des petits réacteurs modulaires. C'est la nouvelle idée à la mode. Mais où est la cohérence? Moi, je suis allée dans la Manche, à Flamanville, il y a une dizaine de jours, pour voir l'EPR, c'est-à-dire la nouvelle génération des réacteurs nucléaires, qui a 12 ans de retard parce qu'on lui a mis les normes de sécurité les plus sévères du monde. Enfin, maintenant, il va commencer à être en exploitation. Et maintenant qu'il va être en exploitation, nous aurons le réacteur EPR le plus fiable du monde. Donc il faut le dupliquer. Maintenant qu'on sait le faire, il faut le dupliquer. Et donc moi, je relancerai le programme d'EPR, de nucléaire, nouvelle génération. Parce que, oui, il faudra faire des renouvelables, mais moi, je veux du solaire sur nos toits, je veux de la méthanisation de nos déchets, je veux qu'on ait une économie circulaire, je veux qu'en 2035, tous les matériaux que nous employons soient à 75% recyclés. Oui, on va faire de l'écologie, mais de l'écologie de progrès, de l'écologie industrielle. Et il faudra faire les deux. Les deux, et là aussi, on a un président de la République qui n'a pas défendu les intérêts de la France en Europe. Dans le plan de relance européen pour la transition écologique, les Allemands ont réussi à faire inscrire les investissements dans les centrales au gaz. Au gaz. Et nous, on n'a pas réussi à faire inscrire les investissements dans le nucléaire. Donc il vous faut un président, une présidente qui sache défendre les intérêts de la France au niveau européen. Et oui, on fera l'écologie, mais avec des vraies priorités claires. D'abord, la lutte contre le réchauffement climatique. D'abord, l'énergie décarbonée. D'abord, les transports décarbonés. Et puis, ensuite, la protection de la biodiversité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, dans notre belle région,
nous avons des projets qui sont bloqués, des projets de transport en commun, bloqués à cause de lézards des murailles. Vous savez que le tramway 10, le tramway des Hauts-de-Seine, celui qui va permettre de faire Clamart-Paris, la déclaration d'utilité publique vient d'être annulée parce qu'on a coupé quelques arbres dans la forêt de Meudon pour remiser les trains. Alors qu'on a replanté 4 fois les arbres. Un petit peu plus loin, évidemment pas au même moment. Voilà. Et le juge a dit que ce tramway, qui va permettre d'avoir des dizaines de milliers de voitures de moins sur les routes, et qui va permettre de desservir des quartiers populaires, eh bien que ce tramway n'avait pas d'intérêt écologique. Alors c'est ça l'enfer bureaucratique, c'est quand la loi met tout sur le même plan, et quand on n'a plus une vision stratégique de l'intérêt décisif du pays. Alors il faudra mettre fin à l'enfer bureaucratique. Comment on fera? Eh bien, monsieur le sénateur, on fera une commission, article 37, article 34, l'Assemblée nationale. C'est quoi une commission article 37, article 34? L'article 34, c'est un article qui dit que la loi fixe les grands principes. Juste les grands principes. Et l'article 37, c'est celui qui dit le règlement, c'est-à-dire les ministres, les administrations, fixe les détails. Et donc, à chaque fois qu'un parlementaire déposera des amendements qui rentrent trop dans le détail, la commission article 34, article 37 dira irrecevable. Et comme ça, on aura des lois très simples qui fixeront les grands principes, vous aurez moins de travail. Mais ce sera plus stratège. Et on aura des règlements qui fixeront les détails. Parce qu'aujourd'hui, on a les lois qui fixent le détail, le règlement qui rajoute des détails, et quand on arrive au circulaire, moi je vois quand j'étais ministre du budget, vous savez, on avait la crise des dettes souveraines, il fallait renflouer le budget de l'État très vite, etc. Donc on avait décidé d'augmenter la TVA. Mais on s'est dit, attention aux personnes les plus défavorisées, donc on va baisser la TVA sur les produits alimentaires à 5,5. Eh bien, la circulaire d'application de cette mesure sur les boulangeries, elle faisait 7 pages. Pourquoi? Parce que la restauration rapide était à 10% de TVA et les produits alimentaires étaient à 5,5. Donc, suivez-moi bien, si vous achetiez une quiche Lorraine froide, c'était un produit alimentaire. Si la boulangère vous le faisait chauffer au micro-ondes, c'était de la restauration rapide. Si vous achetiez une salade dans un bol, c'était de l'alimentaire. Dans un petit vrac, c'était de l'alimentaire. Si vous aviez une fourchette avec, c'était de la restauration rapide. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous passe les yaourts. Ça, c'est la France, c'est l'enfer bureaucratique. Et vous l'avez vu pendant la crise Covid, quand l'État a une présidence jupitérienne, verticale, veut faire tout seul, ça ne marche pas. Les collectivités sont beaucoup plus agiles. On l'a vu pour les masques, on l'a vu pour les tests. Il y a eu un avis du Conseil d'analyse économique qui vient d'être rendu. La France est le 28e État pour le coût de la crise Covid sur 36. 28e sur 36. Ça veut dire que la crise Covid a coûté beaucoup plus cher à notre pays qu'ailleurs. Alors le quoi qu'il en coûte, bien sûr, beaucoup d'entre nous en ont profité. Leurs entreprises ont été sauvées, chômage partiel, bien sûr, mais ça nous a coûté beaucoup plus cher que partout ailleurs. Ça veut dire qu'on a dépensé beaucoup trop. Voilà. Et il va falloir y mettre fin parce que le sujet, c'est les générations futures. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir rembourser cette dette Covid. Et il faut y penser. Alors oui, on va réformer, on va tout réformer et on va décentraliser. On va libérer les énergies. Et on va dénormer. Dénormer, après la commission article 34-37, je ferai un comité de la hache. Le comité de la hache auprès du Premier ministre, dont le rôle sera de prendre tous les codes, le code du travail, le code de l'urbanisme, le code des marchés publics, et d'enlever toutes les normes qui servent à rien, pour qu'on gagne du temps. Et vous savez, les Suédois l'ont fait. Le dénormage, c'est pas un joli mot, hein. Ils l'ont fait, ils ont libéré une énergie folle. Vous savez, les Français, ils sont géniaux, ils ont un génie. Mais franchement, on leur met tellement de boulets aux pieds pour qu'ils entreprennent que c'est pas normal. Alors on fera tout ce travail. Et on réformera l'État.
Et on supprimera les 150 000 fonctionnaires qu'on voulait supprimer en 2017. Les fonctionnaires de l'administration administrante, et on confiera aux collectivités locales le maximum de compétences pour qu'elles les exercent au plus près du terrain. Est-ce que c'est normal qu'un département et la politique de personnes âgées ne puissent pas décider d'ouvrir un EHPAD? Est-ce que c'est normal qu'un département et la politique du handicap à moitié seulement? Est-ce que c'est normal que tout le monde fasse tout en même temps? La politique de l'emploi, je vais vous faire sourire, je vous raconte une anecdote. Nous avons 750 000 chômeurs en Ile-de-France, et évidemment nous en avons près de 6 millions en France, peu ou prou, qui cherchent un travail. Il y a 1 million d'emplois non pourvus. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de salariés, et les entreprises cherchent. Donc il faut amener les salariés vers les emplois, et donc vers les métiers qui recrutent. Donc les régions ont ouvert des formations pour ces métiers qui recrutent. Bah oui, mais il y a Pôle emploi, et en Ile-de-France, il y a 11 000 salariés agents à Pôle emploi. Et mon attention a été alertée au bout de 6 mois, 9 mois de l'année. J'avais ouvert 100 000 formations, 11 000 salariés à Pôle emploi. Ils avaient prescrit 11 000 formations région au bout de 9 mois. Une par agent. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont soumis à des injonctions contradictoires. Et le problème, c'est que vous donnez la formation des chômeurs aux régions, vous donnez à Pôle emploi le suivi des chômeurs, mais l'État leur dit à Pôle emploi, mais il y a aussi la garantie jeune, il y a aussi un jeune une solution, il y a aussi tel dispositif, il y a aussi tel dispositif. Et donc, au lieu d'envoyer les demandeurs d'emploi dans les formations, aux métiers qui recrutent, qu'on avait ouvert avec les entreprises, en partenariat avec elles, eh bien, ils les ont envoyés ailleurs. Voilà, dans des formations par qui, dans des dispositifs d'attente. Donc, c'est pas normal. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un partenariat avec Le Bon Coin. Vous connaissez Le Bon Coin? Oui. Site internet. Oui. Et ben, ça m'a coûté 0 €. Et j'ai beaucoup plus de demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans mes formations par Le Bon Coin que par Pôle emploi. Alors oui, il va falloir puissamment réformer le pays et donner vraiment des compétences aux départements, aux régions, des blocs de compétences. Il va falloir décentraliser, il va falloir faire respirer la société française. Et c'est impératif, parce qu'il faut qu'on fasse qu'on fasse mieux, beaucoup mieux, avec beaucoup moins de vos impôts. Et ça, c'est l'engagement que je prends vis-à-vis de vous. Et puis, il faudra défendre les intérêts de la France, je vous l'ai dit. On a aujourd'hui une Europe qui est ouverte à tous les vents. On n'a pas fait l'Europe pour qu'elle soit le ventre mou du monde. On a fait l'Europe pour qu'elle nous protège. Aujourd'hui, c'est pas normal que tous nos marchés publics soient ouverts à la concurrence mondiale, alors que les Chinois ne nous ouvrent pas leur marché public, que les Américains ne nous ouvrent pas leur marché public. Réciprocité, référence européenne, c'est pas les gros mots. Moi, le mot protectionnisme ne me fait pas peur, dès lors qu'il s'agit juste de dire qu'on veut les mêmes règles du jeu pour tous. Et c'est pareil pour les accords de libre-échange agricoles. On ne peut pas demander à nos agriculteurs de respecter toutes les normes environnementales qu'ils respectent et laisser rentrer des produits OGM, des produits aux hormones, des produits qui ne respectent pas nos normes environnementales et sociales. Ça n'est pas possible. Alors oui, il faut une autre Europe, une Europe qui protège, et une Europe aussi stratège, une Europe qui assume qu'elle est là pour avoir une diplomatie et une défense. Et ça, c'est absolument indispensable. Vous avez vu que nous nous sommes fait poignarder dans le dos par les États-Unis et la Grande-Bretagne en Australie pour un grand contrat de sous-marin. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire à Joe Biden, au président des États-Unis, qui veut en décembre faire le grand sommet des démocraties, il faut lui dire, vous voulez faire le sommet des démocraties sans la France? La France compte. Elle compte dans le monde, elle a une voix puissante. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. C'est nous devons demander dans l'OTAN. Oui, j'entends tous les extrémistes qui disent on va quitter l'OTAN. Non, on va quitter l'OTAN, c'est une alliance stratégique, on y est depuis 1945. Même le général de Gaulle qui avait quitté le commandement intégré n'a jamais quitté l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça nous protège contre toutes les menaces et elles sont multiples.
Ça va du totalitarisme islamiste jusqu'à des menaces de pays de grands empires. Donc on ne quittera pas l'OTAN. Mais dans l'OTAN, il faut un pilier européen. Les Turcs n'en veulent pas. C'est pas grave si les Turcs n'en veulent pas. Et il faut dire au prochain chancelier allemand que désormais, nous voulons un pilier européen dans l'OTAN avec une vraie stratégie de défense de l'Union européenne. C'est important, c'est crucial. Alors Emmanuel Macron et l'Europe, notre président de la République, vous l'avez compris, il est très fort pour faire des beaux discours. Très très fort. Très très fort. Il est très fort pour donner des leçons au monde entier. Alors il a donné des leçons à l'Europe. Sauf que le problème, c'est que l'Europe ne l'a pas écouté. Et pourquoi l'Europe ne l'a pas écouté? Pourquoi Emmanuel Macron s'est retrouvé si isolé? Mais c'est parce que, tout simplement, on n'est pas exemplaire chez nous. On ne peut pas donner des leçons à l'Europe quand on a 200 milliards de déficit et 117% de dette. C'est pas possible. Parce que les autres pays, ils nous disent, bah, vous ne respectez pas les critères de Maastricht, vous ne respectez pas les disciplines européennes. Et paradoxalement, Emmanuel Macron a donné des leçons à toute l'Europe, mais il n'a pas vraiment défendu les intérêts de la France. Et quand on regarde tous les règlements européens, notamment les règlements en matière industrielle, vous vous apercevrez que c'est toujours les intérêts allemands qui sont défendus, jamais les intérêts des industriels français, que les normes qui sont choisies sont toujours les normes qui arrangent les industriels allemands, jamais celles qui arrangent les industriels français. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille avec Bruxelles? Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas plus? Donc on a besoin d'un président de la République et d'une présidente qui ira défendre les intérêts de son pays à Bruxelles, et c'est ça que je ferai si vous m'élisez président de la République. Alors oui, il faut redresser l'économie française, il faut libérer les énergies, mais il faut aussi un électrochoc d'autorité. Toutes les figures d'autorité sont bafouées dans notre pays. Les maires, les forces de l'ordre, les professeurs. On a parlé du tragique assassinat de Samuel Paty. Mais il y a l'indiscipline au quotidien. Vous l'avez vu il y a quelques jours à Comble-la-Ville, avec cette pauvre professeure qui s'est fait bousculer de manière ultra violente. Les professeurs, les pompiers qui se font caillasser dans les quartiers, les médecins qui se font caillasser dans les quartiers, les pharmaciens maintenant qui se font attaquer par les anti-vaccins. Moi je vous le dis, je veux des peines planchées lorsque toutes les figures d'autorité se font attaquer. Je veux une obligation de poursuite. J'étais à la Buchère, au quartier de la Buchère à Lyon il y a quelques semaines, un policier qui s'est fait agresser par une bande, classé sans suite. Ben oui, mais notre justice est embolisée. Le vrai problème aujourd'hui de la sécurité en France, ça n'est pas la police, c'est la justice. On dépense 2 fois moins que les Allemands pour notre justice. On a 2 fois moins de juges et on a 20% de places de prison en moins que l'Espagne, que la Grande-Bretagne, que nos voisins. Donc le sujet, c'est qu'on a une justice qui n'a plus les moyens de juger. Plus les moyens de juger vite, plus les moyens d'avoir des sanctions efficaces, exécutées. Donc le sujet, il est là. Et Emmanuel Macron, il a un problème avec la sanction. Il a un discours de droite avec une majorité de gauche. Il n'arrive absolument pas à faire voter les lois sécuritaires. Et vous le savez bien, à chaque fois que la droite propose des choses, c'est toujours retoqué. Alors le sujet, il est simple. Il faut un grand plan hors sec pour sortir la justice qui est noyée, sortir la justice de son pétrin actuel. On a besoin aujourd'hui que les affaires simples, elles soient jugées très rapidement, avec des procédures ultra simplifiées, et que la justice puisse se concentrer sur les affaires compliquées. Quand il y a un flagrant délit en matière pénale, il faut qu'il soit jugé en comparution immédiate. Lorsque le président de la République s'est fait gifler, l'individu qui l'a giflé, comparution immédiate, emprisonnement immédiat. Ça, c'était net et sans bavure. Mais ce serait quand même plus juste si à chaque fois que ça arrive à l'un d'entre vous, ça se passait de la même façon. Alors oui, il faut construire 20 000 places de prison, il nous les manque parce que nos prisons sont indignes et comme elles sont pleines à craquer, eh bien on n'emprisonne plus. Moi je revendique et j'assume de dire
que quand on a 70% des délits qui sont commis par 5% de délinquants multirécidivistes, les mettre hors d'état de nuire en les enfermant dans une prison, c'est rendre service à la société. Voilà. Alors, on ne va pas construire 20 000 places d'un coup de baguette magique. J'entends tout le monde qui nous dit on va construire 20 000 places. Emmanuel Macron nous en avait promis 15 000, il va en sortir poussivement 2 000 dans le mandat. Donc le sujet, c'est qu'évidemment, vous le savez, c'est toujours l'enfer bureaucratique, construire une prison, ça prend du temps. Alors comment on fait? Puisque Jean-Didier a dit que moi j'étais la présidente des solutions, la présidente du faire. Eh bien, on prend des bâtiments publics désaffectés, des casernes désaffectées, des anciens pensionnats, et on les transforme en centres de détention avec les bracelets électroniques. Vous savez, ces fameux bracelets électroniques qu'on met aux chevilles des délinquants qu'on n'incarcère pas alors qu'ils devraient être en prison. Eh bien, ce bracelet électronique, c'est aujourd'hui devenu un vrai scandale. Parce qu'on est condamné à faire 1 an de prison ferme. On ne la fera pas, on aura un bracelet électronique alors qu'on est un caïd ultra violent et on retourne dans son quartier. Et vous imaginez la terreur des victimes, vous imaginez le sentiment d'impunité que ça confère à ces caïds qui ont quand même été condamnés à de la prison ferme. Voilà. Donc si on veut lutter contre l'ultra-violence, il faut que tous les condamnés violents ils soient mis hors d'état de nuire et ces centres fermés pour majeurs qu'on peut ouvrir sans délai, ça, c'est une solution crédible. Et d'une manière générale, il va falloir inventer des solutions crédibles pour tous les types de délits. Et la solution crédible, c'est la solution qui emmerde le délinquant plus qu'il n'emmerde la société. Ça dépend des délits, ça dépendra des délits. Celui qui fait le rodéo sauvage à Asnières ou à Gennevilliers, parce qu'il n'y a plus de rodéo sauvage à Asnières, ça n'est plus qu'à Gennevilliers. Celui qui fait un rodéo sauvage à Gennevilliers, eh bien, il faut lui confisquer sa moto, même s'il n'en est pas le propriétaire, parce que alors maintenant, ils se refilent les motos, ils ne sont pas propriétaires, comme ça, on ne peut plus les confisquer, et ainsi de suite. Les amendes, il faut qu'elles soient recouvrées immédiatement sur salaire. Vous savez que si vous faites condamner quelqu'un, un dealer qui vous a abîmé votre voiture, qui vous a agressé dans la rue, s'il est condamné à vous verser une indemnité, vous savez que s'il est au RSA, c'est insaisissable. Évidemment, il est au RSA et il dit ah, les minima sociales, on ne peut pas le saisir. Donc moi, je rendrai saisissables les minima sociaux pour réparer. Et puis on organisera avec les maires et en lien avec eux des travaux d'intérêt général. C'est pas possible que le travail d'intérêt général, 445 jours avant d'être exécuté, 445 jours. Vous imaginez un jeune, déjà il a 1 an avant son procès, un jeune voyou, il a 1 an avant son procès, ensuite le temps de son procès, 445 jours. Il a volé un œuf au début, à la fin il a déjà volé 2 bœufs. Donc non mais vous voyez ce sentiment d'impunité. Moi j'ai entendu le ministre de la Justice dire c'est pas de l'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Mais c'est pas vrai. Les Français n'ont pas un sentiment d'insécurité. Il n'y a jamais eu autant de violence dans la société. Les Français, ils n'ont pas un sentiment d'insécurité. Ils ont un sentiment d'impunité. Et c'est pas les Français qui ont ce sentiment d'impunité, c'est tous les caïds, tous les voyous. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de violence et que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Alors, cette crise d'autorité, réforme de la justice immédiate, mais réforme de l'école aussi. Réforme de l'école, moi je vais vous en parler, personne n'en parle. Et c'est crucial, parce que l'école c'est la fabrique de la France. Voilà, et que le niveau baisse, il baisse depuis 10 ans. Vous le savez, aux journées d'appel à la défense, 20% d'une classe d'âge a du mal avec la lecture. 20%, 125 000 gamins par an. Et dans les études PISA, nous sommes restés assis, les derniers en mathématiques d'Europe. Nous, la France, le grand pays des mathématiques, celui qui rivalise avec les États-Unis et la Russie pour les médailles Fields, nous sommes devenus le dernier d'Europe. Alors, on se tranquillise, parce qu'en fait, les 20% meilleurs, ils sont toujours très bons. Mais le problème, c'est qu'on est devenu le système scolaire le plus inégalitaire d'Europe. C'est ça la France? C'est ça le gaullisme? C'est ça la droite? Non, bien sûr que non. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les Allemands, ça leur est arrivé. Ils ont eu un moment un plongeon de leur système scolaire.
au moment de la réunification allemande, ils étaient l'homme malade de l'Europe, vous savez, ils allaient pas bien. Et en matière scolaire, ils allaient pas bien, et ça baissait, le niveau baissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nation allemande s'est levée pour dire, on va tous s'y mettre pour réparer l'école. Et bien moi, c'est le projet que je vous propose. Un projet de nation éducative, où on se lève tous et on dit tous qu'on va rénover l'école. Alors ça passe par quoi? Les fondamentaux, lire, écrire, compter. Voilà. On a demandé tout et son contraire à l'école. Et bien maintenant, en primaire, ce sera d'abord le français et les maths. Et en fin de CM2, un examen pour l'entrée en 6e qui vérifie qu'on a bien les fondamentaux. Il faut qu'on sorte de la logique de moyens pour passer dans la logique de résultat. Alors là, on fera tout pour que 100% des enfants réussissent l'examen en 6e. Donc en CM2, on les préparera évidemment massivement. Mais si en 6e, ils n'ont pas le niveau, il ne faut pas les faire entrer dans une 6e normale. Il ne faut pas leur mettre 7 matières avec 7 professeurs différents. Parce qu'ils vont décrocher, ils vont contester l'autorité, et on va les garder jusqu'à la fin, puisqu'on ne redouble plus. C'est ça qui se passe. Et c'est ça l'absentéisme des gamins. Et c'est ça le deal, le trafic. Et c'est ça des mômes qui partent à la dérive. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera des 6e de consolidation. Des 6e de consolidation pour ces mômes. On ne peut pas les garder en primaire, hein, parce que les gros gaillards de 12 ans, on ne les garde pas en primaire. On les entre au collège, et au collège, on leur met massivement du français et des maths pour qu'ils rattrapent leur retard. Parce que lire, écrire, compter, c'est la seule chose dont on a besoin pour vraiment partir sur un bon pied dans la vie professionnelle. C'est le bagage minimal. Il faut que tous les enfants de France l'aient. Et c'est notre devoir de le leur donner. Alors comment on fera aussi pour éviter le décrochage, notamment au primaire et au collège? Comment on fera pour que chaque enfant de France ait sa chance? Eh bien, on fera une réserve éducative nationale. Je ferai revenir tous les professeurs retraités qui ont encore envie, et éventuellement des socioprofessionnels qui ont envie. Et on fera une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Et on fera du soutien scolaire rémunéré et gratuit pour les familles. Voilà. Et comme ça, on aidera toutes les familles à réussir. Et dès qu'on verra un décrocheur au collège, eh bien, son nom sera transmis immédiatement aux régions qui les raccrocheront dans des écoles de la deuxième chance. Et lorsque les gamins sont perturbateurs, lorsqu'ils sont exclus de leur établissement scolaire pour avoir totalement perturbé la vie scolaire, on ne les réinscrit plus dans un autre établissement. On crée des classes spéciales, des classes relais, des classes de réinsertion scolaire, parce que c'est épouvantable ces poly-exclus. C'est une gangrène pour les collèges et les lycées, et ça vient totalement perturber des établissements qui ont déjà du mal. Et puis pour lutter contre les phénomènes de bande, on mettra des brigades de sécurité dans les établissements, des brigades mobiles, pour éviter ces phénomènes, ces bagarres, ces rivalités, ces rixes, qui font qu'un certain nombre d'élèves vont la peur au ventre à l'école. Sur l'orientation, il faut arrêter avec l'école des initiés. Voilà, il faut que l'orientation, les métiers changent tout le temps. Il faut que l'orientation, elle soit confiée aux régions, dès le collège et au lycée, parce que c'est les régions qui sont en lien avec les entreprises. Et donc ce seront des intervenants régions qui viendront. Et les entreprises, on fera venir les entreprises, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les entreprises viennent dans les écoles, mais ça dépend beaucoup de la sociologie des parents. On dit dans un collège, est-ce que votre père ou votre mère peut venir présenter son métier? Et si vous êtes dans un quartier très populaire ou dans un territoire rural, on ne présentera pas tous les métiers. Donc il faut que ce soit les régions qui s'en occupent et qui organisent la venue des entreprises dans les établissements scolaires, que les entreprises jouent le jeu. Et les conseillers d'orientation psychologues, qui sont aujourd'hui dans les établissements, il faut faire évoluer complètement leur métier. Il ne faut pas qu'ils soient conseillers d'orientation, parce que les métiers changent tout le temps, donc on ne peut pas rester toute sa vie conseiller d'orientation. En revanche, ils deviendront psychologues à temps plein. Parce que nos jeunes, ils ont des gros problèmes de santé mentale aujourd'hui. On le sait tous, ils ont de la détresse, ils ont des problèmes d'addiction aux écrans, d'addiction à d'autres substances, ils ont des problèmes de troubles alimentaires, ils ont des problèmes de harcèlement. On a besoin de psychologues dans les collèges et les lycées à temps plein pour aider les familles. Parce que, et je ne vais pas vous parler de la santé, mais c'est pareil, il faut réformer l'école, mais il faut aussi réformer complètement notre système de santé. On est devenu, en matière de santé,
le pays de la file d'attente et du passe-droit. C'est ça aujourd'hui la France. Des mois d'attente pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes. Et évidemment, ceux qui peuvent, qui ont du piston, ils passent devant. C'est pas la France. Ma France, c'est celle qui donne un égal accès à la santé pour tous. Et ça passe, évidemment, par une profonde refonte du système. Oui, il faut mettre fin au numerus clausus. Mais vraiment, pas comme l'a fait le gouvernement en mettant 5% de places en plus. Il faut mettre fin au numerus clausus, qui fait que beaucoup de nos très brillants élèves partent se former en Roumanie ou en Belgique pour revenir médecin en France, et surtout qui fait qu'on est obligé de faire appel à tellement de praticiens étrangers qui viennent et puis qui repartent. Donc il faut qu'on ait aujourd'hui une vraie profession médicale, et il faut qu'on rouvre les formations, il faut qu'on les envoie dans les cabinets de généralistes et de spécialistes très vite, ces étudiants, pour pouvoir faire des remplacements, pour pouvoir redonner un petit peu d'oxygène. Vous savez bien que dans notre région, nous sommes le premier désert médical français par habitant. Combien de franciliens n'ont pas de médecin traitant? Parce qu'il n'y en a plus de généralistes. Il y a là aussi un plan d'urgence à faire pour la santé. Et j'ajoute qu'avec le Covid, beaucoup de nos soignants, et notamment et de nos paramédicaux, sont exténués, épuisés. Et eux aussi, il va falloir les soutenir. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? 30% de coûts administratifs en plus que l'Allemagne. Toujours l'enfer administratif. Et là aussi, il faut changer. Il faut donner des statuts beaucoup plus souples aux hôpitaux pour qu'ils n'aient pas à respecter tellement de normes et de règles qu'ils n'ont plus assez d'argent pour bien payer les soignants et pour investir dans les meilleurs équipements. Partout, il va falloir réformer. Et pour réformer, il va falloir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il va falloir faire et savoir faire. Vous me connaissez. J'ai tenu 9 mois face à la rue, j'ai fait l'autonomie des universités. Là aussi, il faudra d'ailleurs faire l'étape 2 de l'autonomie des universités. Dernier sujet sur l'autorité, c'est évidemment la question de l'immigration. Alors certains nous disent « Ah, ils ont découvert à droite le sujet de l'immigration parce que les extrêmes en parlent. » Franchement, je suis présidente de l'Île-de-France. J'ai déménagé le siège de la région du 7e arrondissement à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, à 300 mètres de ce qu'on appelle pudiquement, dans le politiquement correct, une zone de reconquête républicaine. Alors la zone de reconquête républicaine, parce qu'on arrive à le zoner, vous voyez, la zone de reconquête républicaine, en bon français, c'est le carrefour européen du deal, de Saint-Ouen. Que nous sommes en train d'essayer d'éradiquer en détruisant des tours et en essayant de reconstruire des quartiers de vraie mixité sociale. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a enfermé une partie de la population française dans des ghettos urbains. Et que dans ces ghettos, eh bien, à force de concentrer la détresse sociale, on a amené la délinquance, d'abord le chômage, ensuite la délinquance, et puis ensuite le communautarisme et le séparatisme, voire même l'islamisme, parce que l'islamisme grandit sur le terreau de la misère et de la désespérance. Alors, moi je vous le dis, l'islamisme, c'est le totalitarisme du XXIe siècle. Et nous devrons nous armer contre. Et il faudra lutter contre ces ghettos. Et pour lutter contre ces ghettos, il faut faire ce qu'ont fait les Danois. Il faut mettre un quota anti-ghetto. Vous savez, depuis des années, on nous oblige à faire la loi SRU. La loi SRU. C'est quoi déjà? Solidarité et renouvellement urbain. Solidarité et renouvellement urbain. Les maires connaissent ça par cœur. La loi SRU, c'est au moins 25% de logement social par ville. Très bien. Et bien moi, je vais faire le plafond anti-ghetto, pas plus de 30%. Voilà, pas plus de 30% de logement très social par ville. Parce qu'au-delà de 30%, eh bien, à ce moment-là, on n'arrive plus à intégrer. L'ascenseur social ne fonctionne plus, les classes moyennes s'en vont, et il n'y a plus de sécurité. Et puis un jour, il n'y a plus de France. Et un jour, on aboutit à des zones de non-France. Là-dessus, le président de la République a été totalement angélique pendant des années. 4 ans. 4 ans d'angélisme. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit quand Jean-Louis Borloo était venu lui apporter un plan pour la banlieue? Il avait dit, c'est pas 2 mâles blancs qui vont résoudre le problème de la banlieue. Est-ce que vous entendez cette phrase qui
délégitime quasiment 90% des maires de banlieue. Puis alors la femelle blanche, je vous raconte pas. Est-ce qu'une femelle blanche a le droit d'avoir un idée pour la banlieue? Est-ce qu'une femelle blanche a le droit de présider la France? Oui. On va racialiser la politique. Racialiser la politique, c'est une faute. C'est une faute politique et c'est une faute morale. Surtout aujourd'hui. Donc l'immigration, alors, l'immigration, mon sentiment, ma conviction, c'est qu'une immigration incontrôlée, avec une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Et quand je vous dis ça, vous me connaissez. Moi, chaque Français, chaque habitant de notre pays, je le traite et je le considère avec la même dignité, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Mais je dis aussi, même droit, même devoir. Et on vient en France, c'est pour respecter les lois de la France. C'est pour s'intégrer, c'est pour travailler. Et c'est pour nous respecter. Voilà. Et donc, alors, tout le monde va à la télé dire « Élisez-moi, ce sera immigration zéro ». Marine Le Pen, Éric Zemmour, même certains des candidats de la droite. Bon, soyons sérieux. Personne ne fera une immigration zéro le 24 avril. Personne, parce que c'est impossible. C'est impossible de faire immigration totalement zéro. Si un de vos enfants décide de se marier avec un ou une étrangère, vous aurez envie de faire venir votre belle-fille ou votre gendre en France. Les universités françaises rayonnent dans le monde entier, accueillent des étudiants du monde entier. Si ce sont des bons étudiants, il faut évidemment qu'on continue à les accueillir. Il y a des filières de métiers dans lesquelles on ne trouve plus de main-d'œuvre et où il faudra, s'ils veulent travailler dur et s'ils veulent s'intégrer, que nous continuions d'accueillir des étrangers. Donc, on ne fera jamais l'immigration zéro. Et quand on en parle à la télé, ceux qui en parlent à la télé mentent aux Français. En revanche, ce qu'on peut faire, et il faudra beaucoup de courage pour le faire, on peut faire un système à la canadienne ou à l'américaine. C'est-à-dire reprendre le contrôle, faire des quotas migratoires. Alors j'ai proposé une loi constitutionnelle. Quand je serai présidente de la République, je la ferai adopter par référendum. Une loi avec des quotas par type d'immigration, familiale, étudiante, de travail, et une loi par pays et par zone géographique. Et ce sera le Parlement qui votera chaque année les quotas. Et à la fin, c'est un quota de visa. Et une fois qu'on l'a atteint, bah, c'est rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Et ça nous permettrait de diviser par 2 les flux migratoires aujourd'hui, si nous faisions cette loi. Et évidemment, si on l'a fait, ça suppose aussi qu'on renégocie tous les accords d'immigration avec les pays avec lesquels nous en avons, c'est-à-dire les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne, avec un principe très simple. Des visas, oui, mais alors aussi des laissez-passer pour le retour des clandestins. Parce que oui à l'immigration légale, non à l'immigration illégale. Vous savez, sous Nicolas Sarkozy, les obligations de quitter le territoire français étaient exécutées à plus de 45%. Et aujourd'hui, c'est 12%. Donc les clandestins ont une obligation de quitter le territoire, ils le quittent à 12%. Donc c'est pas possible. Alors j'ajoute que dans ma loi constitutionnelle, il y a l'idée que quand on est clandestin, à part de l'aide humanitaire d'urgence, on n'a pas le droit à des avantages. Vous savez tous ici, puisque vous êtes franciliens, que la loi nous oblige à donner 50% de réduction du pass Navigo aux clandestins. Que j'ai voulu supprimer ce dispositif, que j'ai été annulé par les Verts en justice, et que l'AREM, LREM, le parti du président de la République, a refusé 4 fois de voter les amendements du sénateur Karouchi, qui demandait d'annuler cette loi, qui est une prime totale à l'illégalité. Il n'y a pas un pays au monde où on donne 50% sur le pass annuel. Qui est-ce qui prend un pass annuel? Des gens qui vont travailler, chère madame. Des gens qui vont travailler. Ça veut dire que le pass annuel a 50% de réduction. Alors je vous rassure, avec Jean Peluchon, c'était 75. Il fallait faire bon poids. Mais
Le pass Navigo à 50% de réduction, 400 € et 800 € pour les clandestins pour aller travailler. Donc avec votre argent, nous subventionnons le travail clandestin. C'est un scandale. C'est un scandale. Et donc évidemment, pareil sur l'aide médicale d'État pour les clandestins, où il y a des dérives très importantes qui nous sont signalées par tous les médecins, par les dentistes, par les opticiens. Voilà. Donc une aide médicale d'urgence pour les maladies contagieuses, mais pas une aide médicale d'État qui encourage le tourisme médical. Voilà. Et par ailleurs, une clause qui était dans le programme de Nicolas Sarkozy 2017, j'ai rien inventé, pas de prestations sociales avant 5 ans de résidence régulière en France. On est l'un des pays les plus généreux au monde, c'est pour ça qu'on attire autant, pour des mauvaises raisons. Moi je veux qu'on attire des gens qui ont la France au cœur et qui l'aiment. C'est ça que je voudrais. Voilà. Alors oui, sur l'immigration, il faudra reprendre complètement le contrôle. J'ai auprès de moi l'un des plus grands spécialistes du sujet, Patrick Stefanini, vous connaissez, comme j'ai auprès de moi Frédéric Pechnard, un des meilleurs spécialistes des questions de sécurité. Je peux vous dire que cette crise d'autorité, on va la surmonter. Ça commence par l'école, ça finit par la justice, et ça passe évidemment par le respect de nos frontières. Alors, je voudrais vous parler en dernier de la dignité. Parce que je crois que ce qui a manqué aux Français dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est d'être traité avec dignité. Voilà. Et c'est ça qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Parce que quand tous ceux qui prennent leur voiture se sont dit, mais finalement, on nous dit lâchez votre voiture. Alors là, Emmanuelle Wargon, ce soir, elle a fait très très fort aussi, la ministre du Logement. Elle a dit, il faut en finir avec la maison individuelle. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle habite elle-même dans une magnifique petite maison à Saint-Mandé. Je ne la dénonce pas, hein, c'était dans le journal. Parce que les promoteurs ont dit quand même, elle exagère. Non mais voilà, vous savez, ça me rappelle la mère de Poitiers qui avait dit il faut enlever aux enfants leurs rêves et il faut qu'ils aient plus envie de voler. Mais moi je vous le dis, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il faut préserver les espaces naturels. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas étaler la ville dans des champs fertiles. Mais franchement, expliquer aux Français quels doivent être leurs rêves, voilà, c'est pas ma conception. Donc oui, la dignité. La dignité, c'est par le travail qu'on la conquiert. Et vous savez, ça fait 10 ans que dans toutes les salles de droite, on dit « faut que le travail paye plus que l'assistance ». Cette phrase, vous l'avez entendue des dizaines de fois. Eh bien, avec moi, on le fera. On le fera, on prendra la part de cotisation retraite qui est dans les salaires, dans les charges salariales des salariés. Et on la fera financer par les économies, par les réformes que je vais faire. Et donc ça permettra d'augmenter les salaires de 10%. Et l'objectif jusqu'à 2,2 SMIC. Pas seulement les tout petits salaires, les salaires de la majorité des Français. Parce qu'on fait toujours des aides au SMIC. Et on oublie toujours ceux qui gagnent un tout petit peu plus ou un peu plus que le SMIC. Et on a besoin que tout le monde retourne travailler et que tout le monde soit heureux d'aller travailler. Et moi je le dis, aujourd'hui on le sait tous ici, c'est parfois plus avantageux de vivre avec le RSA et de faire du travail noir. Oui, c'est vrai. Et on a souvent plus de facilité pour avoir un logement quand on est au RSA que quand on travaille en intérim, quand on travaille à temps partiel, parce qu'on nous dit que nos revenus ne sont pas fiables. Et là aussi, je vous propose un nouvel amendement à la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, que les maires adorent. Je propose, parce que franchement ça me choque, que tous les salariés de première ligne, les salariés qui sont indispensables à une ville, ceux dont on a vu pendant la crise Covid qui ne pouvaient pas télétravailler, voilà, les agents d'entretien, les caissières, les aides-soignantes, les agents de la police, les professeurs, je propose, les infirmières, je propose que pour ces travailleurs de première ligne, et qu'elles soient prioritaires dans le logement social de la ville. Pourquoi? Parce que c'est quand même très injuste que ceux qui travaillent doivent faire en plus 2 heures de transport. Ah voilà. Alors bon, vous voyez, pas mal de réformes à faire, mais parce que la dignité c'est le travail.
De la même façon, je rétablirai les bourses au mérite pour les bacheliers, mention très bien. Pour un jeune d'une famille populaire, pour un jeune d'un territoire rural qui réussit à avoir mention très bien, il est la fierté de son lycée, il est la fierté de sa famille, il doit être la fierté de la République et il doit le savoir qu'il est la fierté de la République. Alors oui, et ce sera aussi, ma priorité, ce sera aussi de donner une deuxième chance à ceux qui auront posé un genou à terre et voudront se relever. Et de la même façon, je donnerai des bourses pour tous les non-bacheliers qui voudront reprendre leurs études tout au long de la vie. Parce que là aussi, un échec, ça ne doit jamais être définitif dans la France que je vis. Et un dernier petit mot sur le handicap. Vous savez que les LR ont fait une très belle proposition, les Républicains ont fait une très belle proposition de loi cette semaine pour individualiser l'allocation adulte handicapé. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Le handicap, aujourd'hui l'allocation adulte handicapé est considérée comme une allocation sociale, ça veut dire qu'elle est familialisée. Ça veut dire que si une personne en situation de handicap est en couple et que son conjoint ou sa compagne gagne sa vie, il perd son allocation adulte handicapé. Et ça n'est pas bien. Parce que l'allocation adulte handicapé, c'est une compensation individuelle. Et c'est une question de dignité de la personne. Alors moi, je vous le dis, j'individualiserai l'allocation adulte handicapé. Pour conclure, un tout petit mot de la famille. Fierté française retrouvée. Quelle était l'une des plus grandes fiertés de la France? Eh bien, c'était la politique familiale. Nous avions une politique familiale qui permettait à toutes les Françaises, notamment, mais à tous les couples, d'avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitaient et de pouvoir les élever. On a laissé François Hollande totalement raboter tous les avantages de politique familiale pour des raisons soi-disant comptables. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre démographie décline depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on a perdu 10% de naissances. Les classes moyennes font beaucoup moins d'enfants. Et un pays qui fait moins d'enfants est un pays qui va décliner tout court. Tout court. C'est pas un hasard si les Chinois viennent d'autoriser le 3e enfant, c'est pas un hasard si les Allemands mettent en place une politique familiale. C'est parce qu'un pays qui vieillit se condamne au déclin. Et donc, nous avons le devoir de rétablir la politique familiale. Et moi, je la rétablirai. Je la rétablirai pour qu'on puisse doubler le crédit d'impôt pour les services à la personne. Ça aidera les familles avec des jeunes enfants, mais ça aidera aussi les familles avec des enfants en situation de handicap. Et ça aidera nos aînés pour qu'ils puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Parce que combien ça coûte une place en EHPAD au département des Hauts-de-Seine? 4 000 €, cher. Très très cher. La famille aussi. Voilà. Et combien ça coûte aux familles en reste à charge? 3 ou 4 000 € par mois. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le maintien à domicile, ça coûtera beaucoup moins cher et ça permettra de créer de l'emploi déclaré pour des dizaines de milliers de Français qui viendront occuper ces emplois. Alors oui, nous relancerons la politique familiale et j'ajoute que je veux un choc de transmission de patrimoine dès mon arrivée. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'épargne qui a été collectée pendant la crise Covid, puisqu'on n'a pratiquement rien dépensé, on était confinés, surtout les aînés. Et donc moi je défiscaliserai totalement les donations aux enfants, petits-enfants, neveux, nièces, pour pouvoir faire ce choc de transmission et aider les jeunes. Alors oui, les jeunes ont besoin d'être aidés, je créerai une banque nationale des jeunes pour leur financer leurs études. Prêts et emprunts qu'ils rembourseront une fois qu'ils gagneront un minimum de salaire. Et c'est ce que font les pays anglo-saxons. Et c'est ça qui est juste pour aider nos jeunes à ne pas s'auto-censurer sur leurs études. Parce qu'il y a des études très chères, des études presque gratuites, c'est très injuste. Et puis, pour les jeunes sans formation ni emploi, je mettrai en place le revenu jeune actif. Ce sera un montant de 670 € pour aller se former, mais uniquement dans les métiers qui recrutent. Pas n'importe où, pas où on veut, pas comme on veut.
Voilà, et ce sera le contraire du RSA jeune que veut mettre en place Emmanuel Macron. Nous, on est dans la crédibilité. Alors c'est vrai, pour l'instant, les Français ne sont pas dans la campagne. Les Français n'écoutent pas nos solutions. Les Français, pour l'instant, ils regardent des émissions, ils entendent le buzz, et puis ils attendent qu'on désigne notre candidat, notre candidate. Oui. Mais maintenant, écoutez, depuis une semaine, les choses sont claires. À la fin, il n'y en aura plus qu'un. Ou une. Et c'est vous qui votez. Une. Valérie, 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 Valérie. C'est nos enfants. Allez-y, allez-y, on va descendre. Allez-y, pas de Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans le bas, égorger les Français au combat. C'est les jeunes de notre groupe. J'ai une fleur blanche qui est dans ma voiture pour Samuel Paty. Est-ce que vous voulez que je vous la porte? J'ai des problèmes de dos. J'y vais demain, je suis demain au collège. Marouane.